Bon, le déroulement de cette journée montre à quel point l'étendue du travail de Louis était vaste, et on n'a pas tout dit, je pense encore. Mais je crois que la question de l'impunité était sans doute une de celles qui le tenaient le plus à cœur. Les principes Jouannet sont l'aboutissement d'une longue réflexion collective, ça a été dit, mais qui vient finalement des familles de disparus, notamment en Amérique latine, et de nombreuses ONG. Et son corollaire, la mise en place d'une justice transitionnelle, ont finalement été adoptés en 1997 par la Commission des droits de l'homme. L'intitulé complet du rapport final de l'ensemble des principes pour la protection et la promotion des droits de l'homme par la lutte contre l'impunité. Ils sont devenus, et je crois que chaque fois qu'on va en mission, notamment en Amérique latine, ils sont devenus des principes absolument universels. Et chaque fois qu'il s'agit de processus de passage de la guerre à la paix, d'accord de guerre à la paix, ou de la transition d'un régime dictatorial vers la démocratie. L'adoption de ces principes, comme souvent en matière de droits de l'homme, a été l'objet de luttes, de litiges terribles au sein de la Commission des droits de l'homme. Et je voudrais rappeler, mais je suis sûr qu'un certain nombre de gens ici s'en souviennent, que les rédacteurs finaux étaient au nombre de 3. Louis, bien sûr, mais aussi 2 collègues avocats latino-américains qui sans doute seraient ravis d'être ici, Federico Andreu, franco-colombien, et Wilder Tyler, uruguayen, ainsi que l'ambassadeur de l'époque, il a été nommé tout à l'heure, cité tout à l'heure, Bernard Kessedjian. Bernard Kessedjian qui a lutté, qui a soutenu ce projet dans la commission et qui s'est particulièrement battu pour son adoption. Ce projet lui tenait vraiment à cœur, sans doute en raison de ses origines arméniennes. Je voudrais réfléchir sur l'utilité, on parlait tout à l'heure de l'avenir des principes Jouannet, sur l'importance de ces principes à partir de 2 processus de paix qui me tiennent particulièrement à cœur. L'un auquel j'ai participé comme directeur de la division des droits de l'homme au Salvador, et l'autre qui me tient aussi à cœur, qui est celui de la Colombie. Le Salvador, les accords de paix sont signés en décembre 1991, janvier 1992. À cette époque, les principes Jouannet n'existent pas encore. Et donc, si les accords ont modifié, réduit les forces armées, ont créé une police nationale civile, ont modifié le système judiciaire, ils n'avaient absolument rien prévu pour la justice, et en particulier le jugement des crimes les plus horribles commis durant le conflit. Ils avaient prévu une commission de la vérité, et paradoxe, au lendemain de la remise du rapport de cette commission, une loi d'amnistie est adoptée sans que ni le gouvernement salvadorien, ni le FMLN, la guérilla qui avait signé l'accord, s'en préoccupent. Si bien que sont restés impunis des crimes extrêmement graves comme l'assassinat de Monseigneur Romero, l'évêque de San Salvador, l'assassinat des jésuites et de civils de l'université José Simeón Cañas ou des massacres massifs d'El Mozote. Et la vérité a pu en partie être vérité, mais à être révélée, mais il n'y a pas eu de justice traditionnelle, ni de réparation, ni de garantie de non-répétition. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce processus de paix imparfait n'a pas réglé les causes du conflit, en particulier la grande inégalité sociale. La situation actuelle de violence au Salvador en est une des conséquences. Par contre, et là, j'ai l'impression que c'est un peu l'inverse, en Colombie, les accords de paix signés en novembre 2016 semblent s'appuyer sur les principes Jouannet. Signé donc le 24 novembre 2016, il prévoit notamment une politique de développement agraire intégrale, la participation politique des FARC, qui sont
les forces armées révolutionnaires de Colombie, l'autre partie de la signature de l'accord de paix, le dépôt des armes, la solution du problème des drogues illicites, la mise en place d'une commission de la vérité, d'un organisme de recherche des disparus, et Dieu sait s'il y a eu de nombreux disparus en Colombie, peut-être plus qu'en Argentine, et surtout la mise en place d'une justice transitionnelle, la JEP, Justice spéciale pour la paix. Ces trois derniers mécanismes constituent ce qui a été appelé, et je cite finalement la façon dont c'est présenté en Colombie, un système intégral de vérité, justice, réparation et non-répétition. Les accords de paix ayant reconnu les droits des victimes comme un élément central. L'accès à ce système intégral et à ses bénéfices juridiques implique que les responsables des violations des droits de l'homme s'engagent à réaliser le droit à la vérité, à la réparation aux victimes, à l'obtention de la paix et de la réconciliation nationale. Sans entrer dans les détails, l'accord prévoit des peines différenciées selon que les auteurs reconnaissent ou non les faits, selon qu'ils s'engagent ou non à indemniser les victimes, et s'ils ne s'engagent pas, l'affaire passe à la justice ordinaire et les peines prévues sont beaucoup plus lourdes. Cette justice, JEP, Justicia exceptionnelle, non, c'est pas exceptionnel, peu importe, pour la paix, fonctionne maintenant depuis plus de 5 ans et contribue à la pacification d'un pays soumis à un conflit violent depuis des décennies. Elle n'est pas parfaite, mais elle accomplit une tâche que la justice ordinaire ne serait pas capable d'assumer, et surtout, elle permet de sortir de la totale impunité qui régnait dans ce pays, même si les peines encourues peuvent paraître dérisoires à certains. C'est tout le paradoxe des justices transitionnelles, où bien souvent, des peines peuvent paraître insuffisantes, mais l'essentiel étant d'en faire une justice réparatrice et de reconnaissance de la vérité. À de nombreuses reprises, les audiences de cette justice pour la paix ont permis des confrontations salutaires entre auteurs et victimes et ont pris en compte la voix de celles-ci et ont favorisé leur apaisement. Je terminerai en disant que la justice ordinaire n'est certainement pas armée pour répondre à l'attente des victimes et de l'opinion en général à la fin d'un conflit armé ou dans la transition de la dictature à la démocratie. C'est vrai depuis les procès de Nuremberg et de Tokyo, comme ce fut vrai en Argentine, au Chili, en Uruguay, au Brésil, en Afrique du Sud ou ailleurs. C'est donc cette justice dite traditionnelle, ou parfois restaurative, qui peut et doit s'appliquer, à condition bien sûr de respecter ces principes dont nous avons débattu toute l'après-midi. Je crois qu'ils ont vraiment un avenir.